Sous-titrage ZDF, un 12-2025. Nous sommes au 4. Jour 281 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue au rapport quotidien sur la situation. Les abonnés et membres de la chaîne se rapprochent chaque jour davantage. Donnons à la chaîne le poids et la portée dont nous avons besoin pour survivre dans ce monde médiatique. Merci pour cela et poursuivons avec le reportage. Les forces armées ukrainiennes publient de nouvelles images de leur installation défensive derrière Pokrovsk. Ceci n'est qu'un des nombreux kilomètres destinés à ralentir encore davantage les Russes qui sont déjà bien lents. En effet, la stratégie des Ukrainiens est de pousser les Russes à un point où ils ne pourront plus continuer à se battre. Et désormais, nous voyons aussi les conséquences que cette guerre entraîne en Russie. Nous avons déjà examiné tout cela dans le rapport de situation d'hier. Je vous renvoie donc simplement au rapport d'hier, sans vouloir le répéter ici en détail. Donc ici, il s'agit de la première ligne. Donc avant même tout système de tranchées pour les fantassins. On peut bien voir que l'ordre de la défense est presque partout structuré de la même manière. D'abord un fossé anti-char qui est censé empêcher les véhicules de passer. Si l'on parvient à le combler d'une manière ou d'une autre avec de la terre ou des décombres et à le rendre praticable éventuellement avec un pont de fortune, il y a ensuite un autre remblai anti-char qui doit arrêter les véhicules. Ensuite, dans Sundown, il y a une ligne de dents de dragon où chaque bloc est relié par des câbles en acier pour empêcher qu'on les pousse. Cette ligne a également été renforcée avec des barbelés, de sorte que les fantassins et donc aussi les sapeurs auront du mal à ouvrir une brèche. Ensuite, ce Weiskontak, Trateskontak, en Kobelsi suivent à nouveau 2 rangées chambres de fossés anti-chars et les vagues anti-chars correspondantes. On peut donc supposer que des mines pourraient être posées derrière la deuxième vague, comme c'est le cas dans d'autres secteurs. Ce n'est qu'après cette première ligne de fortification que se trouvent les abris pour les soldats du côté ukrainien et donc aussi pour les observateurs d'artillerie et les pilotes de drones. En effet, nous n'allons pas attendre, en croisant les bras, que les Russes franchissent un obstacle après l'autre, mais nous allons observer et attaquer en permanence par tous les moyens si nécessaire. Aux endroits où il n'existe pas de telles lignes de défense, car il faut aussi des passages pour ne pas s'enfermer soi-même, ceux-ci sont maintenus aussi courts que possible et aussi rares que nécessaire. Ici, les Ukrainiens misent sur un contrôle accru par des fantassins pour transformer les ouvertures en goulots d'étranglement dangereux. C'est du moins la théorie qui sous-tend l'effort de défense à cet endroit. Ceci ressemble à une vidéo typique d'interception de drones comme nous en avons déjà vu tant d'autres. Mais dans les dernières images, on voit sur le drone longue portée du Typic Head une extension. Les Russes ont tout simplement monté un missile solaire R-60 ici. Voici une autre image. Le temps est observé avec des moyens observés. Mais tous les moyens sont observés, mais tous les moyens observent le temps. Le temps est observé par tous les moyens. Mais le temps est observé tout le temps, observé par tous les moyens, observé par les moyens. Mais tout le temps est observé par tous les moyens, le temps est observé par tous les moyens. Au final, ce sont des drones Shahed propulsés par des moteurs à réaction où l'hélice a été remplacée. Selon Wild Hornets, il s'agirait ici du premier tir réussi contre un tel drone par un autre drone de défense. La nuit dernière, un des plus importants raids aériens a frappé l'Ukraine, touchant surtout Dnipro. À gauche, on voit aussi une attaque de missiles balistiques Iskander dans une zone résidentielle visant la même ville. Près de Pokrovsk, il y a quelques tensions entre les forces russes. Selon les rapports de plusieurs blogueurs russes, les commandants responsables ont dû publier à court terme des instructions de conduite afin d'assurer les procédures de base et de contenir les conflits entre les unités voisines. En toile de fond, il y aurait des problèmes persistants en matière de formation, de commandement et aussi de coordination. Les indications concernent plusieurs unités dans le même secteur d'opération et soulignent la nécessité d'un minimum de coopération.
On évoque notamment un manque de coordination, un camouflage insuffisant, une mauvaise utilisation et le vol non autorisé d'équipements, donc une belle façon de le formuler. Des vols et des perturbations fréquentes entre drones et forces d'infanterie sont aussi signalés. Il est également rapporté que certaines unités auraient retardé ou refusé des ordres de mission venant d'en haut en invoquant le danger des drones, et qu'à plusieurs reprises, des tirs accidentels sur leurs propres forces ont eu lieu dans l'obscurité. Un commentaire accompagnant du blogueur Sviatoslav Golikov interprète ces événements comme la conséquence de déficits structurels. Il souligne une formation insuffisante et surtout un manque de qualité de commandement au niveau des unités, ainsi qu'une surcharge générale des troupes sur le front. La publication de cette recommandation est présentée, du point de vue russe, comme très nécessaire, car des problèmes similaires seraient également observés dans d'autres domaines. Pour être franc, ce n'est pas coordonné. Des unités non coordonnées se gênent mutuellement, se concertent à peine et provoquent des pertes propres évitables. Alors qu'ils semblent tous faire ce qu'ils veulent, sans se coordonner avec leurs unités voisines. Et un grand problème que les Russes ont toujours et qu'ils ont depuis longtemps, c'est qu'il leur manque tout simplement le niveau des sous-officiers. Ils ont beaucoup de soldats du rang et beaucoup de grades d'officiers. Chez les Russes, un officier commande directement jusqu'à 15 soldats, ce qui serait inconcevable dans d'autres armées. Un officier n'a pas pour tâche de diriger directement les soldats, c'est pour cela qu'il y a des sous-officiers. Mais là-bas, les Russes ont justement un très grand déficit, et cela déjà avant la guerre. La raison n'est pas que personne ne veuille devenir sous-officier ou qu'il n'en forme pas. La raison est plutôt que ceux qui ont fait leur service militaire obligatoire ne restent pas assez longtemps pour être promus au grade de sous-officier. Ou alors ils n'en veulent plus après avoir vu comment ça se passe dans l'armée russe. Et les militaires de carrière visent généralement un grade plus élevé que celui de sous-officier, puisqu'ils doivent rester plus longtemps. Et cela a donc entraîné un grand déficit chez les sous-officiers, qui se fait encore sentir aujourd'hui. Et c'est précisément pour cette raison que les officiers commandent souvent directement des soldats du rang ou des soldats qui n'ont pas la formation adéquate pour diriger. Livrés à eux-mêmes, ils dirigent d'autres soldats au combat, ce qui cause souvent des problèmes, comme on le voit ici. À Ouliaïpouli, le combat continue. J'observe ici un mouvement plus important suivi d'un gain de terrain du côté russe. Comme d'habitude, ils vont probablement essayer de couper la logistique ukrainienne qui approvisionne les unités dans la ville via la route T0401. En même temps, il y a aussi des attaques sur le deuxième axe d'attaque au nord-est de la ville. Ici, les Russes essaient d'accentuer la pression et cherchent un moyen d'entrer dans la localité. C'est tout pour les gains de terrain quotidiens aujourd'hui, mais d'autres informations intéressantes arrivent tout de suite. Selon un rapport de Bloomberg, l'OTAN se prépare de plus en plus à faire face à la Russie avec un soutien américain nettement moindre. Ils n'ont pas vraiment le choix. En toile de fond, il y a la réorientation stratégique de Washington, selon laquelle des troupes doivent être retirées d'Europe et la priorité en matière de sécurité a été déplacée vers la région Asie-Pacifique. De grands exercices en Roumanie montrent, selon l'agence de presse, que les forces européennes, menées par notre voisin la France, prennent désormais en charge de larges pans de la coordination de manière autonome. C'est embarrassant pour nous, les Allemands, mais nécessaire pour l'Europe. Les manœuvres ont révélé des faiblesses structurelles, notamment en logistique, défense aérienne, renseignement et frappe précise. Sur de longues distances, l'Alliance reste fortement dépendante des États-Unis. Et cela doit absolument changer. Je sais aussi que ce n'est pas qu'une question de semaines. Hier, je vous ai montré un rapport sur une baisse de près de 81% du bénéfice net de Rosneft. Voici à nouveau un meilleur graphique à ce sujet. Entre le deuxième et le troisième trimestre 2024, il y a eu une forte chute en raison de nombreuses sanctions. Et puis encore entre le premier et le deuxième trimestre 2025, lorsque ce que j'appelle toujours volontiers les sanctions dures ont commencé, c'est-à-dire essentiellement l'augmentation des attaques de drones ukrainiens contre les raffineries de pétrole russe. À cela s'ajoutent bien sûr les sanctions américaines, qui ont encore compliqué les choses. Un remerciement tout particulier va, comme toujours, aux membres de la chaîne Olge Crew ainsi qu'au lieutenant-colonel Reniquet. Et sur ce, je vous remercie, comme toujours, de votre écoute. Abonnez-vous, likez, commentez. À la prochaine mise à jour.